Monsieur Blanc-Cardassac. Bonjour Diane, bien, on était obligé de remettre encore une fois une vidéo par Internet en dehors des vidéos habituelles du fait de l'actualité qui ne s'améliore pas. Oui, Bon, et alors, bien, on y va. nous sommes samedi 21 mars et depuis lundi dernier, Macron a confiné les Français suite à cette pandémie de coronavirus. Quelle est votre impression sur la manière dont est gérée cette crise et que pouvez-vous nous en dire? Est-ce qu'on peut parler de gestion? Vous croyez qu'on peut parler de gestion? Alors, où vraiment c'est une absence de gestion, donc d'incapacité, d'incompétence. Ou bien tout ça est voulu. Il n'y a pas 36 000 solutions. Alors, je voudrais revenir tout de même à un élément important qui a été la déclaration d'Agnès Buzyn, donc l'ancienne ministre de la Santé, qui avait démissionné pour pouvoir remplacer Benjamin Griveaux comme tête de liste de La République En Marche pour les municipales de Paris, qui a surpris tout le monde en faisant cette déclaration donc le 17 mars dans le journal Le Monde, et c'est assez incroyable quand même. Et ça vaut la peine d'y revenir parce que je crois que ça explique beaucoup de choses. Alors, j'ai le texte devant moi. Alors, elle a affirmé qu'elle était parfaitement au courant de l'ampleur que prendrait l'épidémie du Covid-19. Et elle accuse le gouvernement, Emmanuel Macron et Édouard Philippe, d'en n'avoir pas tenu compte de ces avertissements. Bon, alors arrêtons-nous un instant à cela. Puisqu'elle était, dit-elle, au courant, comment se fait-elle qu'elle ait envoyé tout le stock de masques que nous avions en France, qui manque cruellement aujourd'hui en Chine? Puis au moins partager une partie pour les Chinois et pour nous. Non, tout est parti apparemment. Donc il y a quelque chose de très curieux. On dirait que devant ce qui se passe et devant les responsabilités qui s'accumulent sur sa tête, elle panique et elle dit: ah ben j'avais prévenu, j'avais prévenu. Bon, ben, c'est encore pire. Encore pire. Et alors, bon, alors là, la petite scène de larmes pour attendrir dans les chaumières. Quand j'ai quitté le ministère, je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous. Je suis parti en sachant que les élections n'auraient pas lieu. Bon, alors remarquons qu'elle dit ça après les élections, le premier tour des élections, où elle n'a pas fait un beau score, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, d'accord. Et elle revient encore en disant, voilà, le 11 janvier, j'ai envoyé un message au président sur la situation, assurant même avoir prévenu Édouard Philippe dès le 30 janvier, etc., etc., etc. Bon. Alors, si on tient compte de cette déclaration, c'est quoi? C'est de l'incompétence? Et si on ne l'a pas écouté, est-ce une volonté de Macron et d'Édouard Philippe de laisser aller les choses et laisser empirer les choses pour mettre les Français en quarantaine et leur faire plier les chines? Alors, il y a 3 choses qui manquent aujourd'hui en France. Les masques, le gel ou toute autre substance désinfectante pour la chaîne des personnels soignants. Et aussi, et je dirais presque surtout, une quantité suffisante d'appareils respiratoires dans les hôpitaux français. Ce qui fait qu'en fait, la France devient un pays sous-développé. Ça, c'est une première observation. Alors, je défile toutes les informations parce que je ne veux pas raconter des histoires, je me base toujours sur des faits. Et c'est vrai que le manque de moyens dans les hôpitaux n'est pas d'hier. Et ça ne manque pas d'hier, c'est évident, parce qu'à chaque nouveau président de la République, on a l'impression que, là encore, question, soit par incompétence, soit par volonté de détruire. Bon, on sait très bien que sur le plan industriel, depuis au moins Sarkozy, ça a été la destruction du tissu industriel français. On a l'impression que tout est fait pour faire descendre ce pays dans les enfers.
Bon, je cherche mes autres. Alors, il y a des informations qui sont apparues ces derniers jours, les uns après les autres, et ça vaut la peine de les citer, plus ou moins dans l'ordre. Notamment celui du professeur de Marseille, Didier Raoult, qui explique comment un médicament connu depuis 70 ans contre la malaria pourrait être le remède idéal. Il y a eu des essais cliniques qui ont été faits et ça semblait marcher. Oui, la chloroquine. Contre le coronavirus. C'est l'hydroxychloroquine classée. Et alors là, on arrive à la partie très étrange et je dirais criminelle de l'action de Madame Buzyn. Puisque ce médicament a été classé dans les substances vénéneuses le 13 janvier 2020. Et on peut dire, petit commentaire en passant, que tous les critères d'un crime contre l'humanité est constitué dans cette affaire-là. Parce que dans le même temps, tous les autres pays se penchent sur l'utilisation de ce médicament, et notamment Donald Trump aux États-Unis. Alors, pourquoi ce qui serait bon pour les autres pays, encore une fois, ne serait pas bon pour nous? Et je fais un rappel au vaccin qu'elle nous a imposé pour les nourrissons. C'est un certain Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, qui l'a classé substance vénéneuse. C'est cela que j'allais souligner. C'est le directeur général de la santé. Donc, il est en dessous il était en dessous d'Agnès Buzyn quand elle était encore aux affaires au ministère de la Santé. Donc là encore, on a l'impression que la France est gouvernée partout, sauf par des Français de souche. Donc, je conseille dans cette optique-là de voir l'entretien avec le professeur Didier Raoult. C'est tout à fait démonstratif. Autre témoignage, celui d'un autre professeur, le professeur Christian Perron, chef de service d'infectiologie à l'hôpital de Garches, qui révèle, alors là, on tombe des nues ou on se frotte les yeux, qui révèle que tout le stock de chloroquine de la France a été volé. Puis qu'est-ce qui se passe en France? Comment est-ce que les choses, les médicaments, les substances nécessaires pour soigner les Français peuvent se volatiliser comme ça? Est-ce du vol ou est-ce du détournement pour des pays que j'éviterai de nommer? Question. Il y a quelque chose qui est absolument pas clair dans cette affaire-là, et je repose la question, est-ce de l'incompétence à tous les échelons de commandement du sommet de l'État jusqu'au service de soins qui fait que cette épidémie a pu se diffuser comme elle s'est faite? Je voudrais rappeler aussi que contrairement à tous les autres pays d'Europe et la Russie, tous ont fermé leurs frontières. Alors, on me répondra peut-être, ah si, on a fermé nos frontières aussi, les frontières de Schengen, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire, les autres pays d'Europe peuvent envoyer leurs ressortissants chez nous, éventuellement infectés, parce qu'eux ne sont pas fous, ou tout au moins, ils ne sont pas criminels comme nous, enfin, comme nos dirigeants, parce que ça commence à apparaître comme un crime d'État. Donc ça, ce sont des choses, ce sont des faits, ce sont des témoignages de personnes qualifiées. Il faut en tenir compte parce que ça éclaire cette situation d'un très curieux jour, d'un jour sinistre. Je voudrais rappeler que Madame Buzyn, le 20 janvier, avait déclaré, je cite, « Le risque d'importation depuis Wuhan est quasi nul. Le risque de propagation du coronavirus dans la population est très faible. » Là encore, incompétence
ou bien est-ce une menteuse? Donc voilà quelques petites touches que je crois qu'il est nécessaire de soulever. Et quand je pense aux injonctions de confinement pour les Français, où les Français, vraiment, on veut les rendre fous, c'est pas possible avec ce confinement. Ils ne peuvent plus aller sur les plages essayer de se dégourdir ou respirer de l'air frais. Ils ne peuvent même plus aller dans les forêts. Mais enfin, ça devient démentiel. Qu'est-ce qu'il y a derrière cela? Faut-il faire un dessin? Oui, c'est une manière de mater le bétail. Justement, c'est exactement l'impression que j'ai. Je vois avec plaisir que vous réagissez de même. C'est une volonté de faire courber l'échine aux Français. Et là, on est en plein dans l'étape suivante de la marche de la gouvernance mondiale. Pour vous, vous pensez que les mesures de confinement sont disproportionnées et que l'on devrait continuer à travailler et vivre normalement au risque de propager le virus? Le problème, la question est très bonne, effectivement. Mais le problème, c'est que, étant donné qu'on manque de matériel nécessaire pour faire les détections en masse, comme ça a été fait dans d'autres pays, notamment en Corée du Sud et en Russie. Et étant donné qu'on n'a pas les différents éléments pour soigner les gens, il est évident qu'il n'y a pas 36 000 solutions. Donc c'est pour ça que je repose la question, est-ce de l'incompétence ou est-ce que c'est une volonté pour faire couper les chines aux Français et les habituer à ce qui commence à être ce que l'on appelle la dictature mondiale? Et pour poursuivre justement dans ce ligne, je voudrais tout de même rappeler quelques petits textes encore. Parce que la question qui se pose, c'est, une fois de plus, j'insiste, où commence l'incompétence et où commence la volonté de laisser s'étendre la pandémie. Et là, j'ai un texte de quelqu'un trop connu, un certain Jacques Attali, qui déclarait le 11 juin 2009, c'est-à-dire il y a maintenant 11 ans, dans l'Express, je cite, « L'histoire nous apprend que l'humanité n'évolue significativement que quand elle a vraiment peur. Une pandémie mondiale fera alors surgir la prise de conscience de la nécessité d'une police mondiale, d'un stockage mondial et donc d'une fiscalité mondiale. On en viendra alors beaucoup plus vite que ne l'aurait permis la seule raison économique à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. » La même année, Alexandre Adler, on a besoin de vous faire un petit dessin, dans son livre « Comment sera le monde de demain ?» annonçait la même chose et des dizaines de millions de morts. Est-ce que l'on se rend compte devant quel monstre nous sommes pour imposer leur dessein mondialiste? Voilà, si vous avez d'autres questions à me poser, mais je crois qu'avec ça, de mon côté, c'est assez révélateur de ce qui est en train de se passer réellement. Et c'est vrai qu'il semblerait qu'on en fasse beaucoup, étant donné le peu de mortalité. Paraît-il que 95 à 99% de la population ne sera pas touchée mortellement. Tout à fait. On nous gonfle les choses et tout est fait pour faire paniquer les populations. Et tout ça pour justement que ça corresponde à ce qu'annonçait Jacques Attali. Il faut faire courber les chines au peuple qu'il ait peur pour admettre ce que le gouvernement mondial veut imposer. Et ça, c'est pas la première fois que nous le disons, nous, dans notre cercle. Vous savez très bien, il y a combien d'années que je mets en garde, d'ailleurs, c'était le but de l'un de mes livres, Le complot mondialiste. Donc voilà, tout est là. Donc il y a ceux qui vont croire à ce qu'on leur raconte, et puis les réfractaires comme nous, qui savons très bien ce qu'il y a derrière, ce qui est caché derrière, et qui tentent de réagir.
Alors évidemment, je n'ai pas tout à fait répondu à votre question. Faut-il rester confiné ou devrait-on continuer à travailler? Si on avait les conditions pour dépister ceux qui sont réellement atteints et les soigner avec ce qu'il faut, dont notamment la chloroquine, qui a disparu curieusement, alors là, on pourrait effectivement ne pas paralyser le pays, parce que je ne sais pas si on se rend compte que ça va être sur le plan économique. La Chine va repartir à toute vitesse sur le plan économique, la Corée du Sud aussi, la Russie aussi. La Russie a un nombre de gens infectés, mais risible. Je crois que ça a un petit peu augmenté aujourd'hui. Et ça augmente évidemment, ça a un petit peu augmenté, mais c'est par rapport à ce que nous avons, par rapport à ce que l'Italie a, c'est tout de même curieux que les trois pays relativement méditerranéens, France, Italie et Espagne, soient plus touchés. Est-ce que c'est une question d'impréparation médicale, de sous-équipement? En tout cas, tout ce que je peux répéter, c'est que Jacques Attali, Alexandre Adler annonçaient ce qui allait se produire. Petit élément dont j'ai déjà parlé, je crois. Comment se fait-il que dans le même temps, il y a quelques semaines, on apprenait qu'en Israël, on étudiait un virus ethniquement ciblé. Ethniquement ciblé. Ce qui voulait dire qu'en fait, ils étudiaient une arme biologique pouvant cibler les populations arabes. Le problème qu'ils rencontrent, et je reviens sur une chose que je crois que j'ai déjà déclarée lors de notre dernier entretien à Paris, le problème qu'ils rencontrent est que comme les Arabes sont des sémites, comme les Juifs, ils sont obligés de chercher, apparemment ils n'ont pas encore trouvé, quelle serait la petite faille, la petite différence entre les deux populations pour pouvoir créer cette arme biologique. Voilà où nous en sommes. Si des gens comme ça font des recherches dans ce sens-là, ça veut dire quelque chose, il faut en tenir compte. Et autre rappel que je voudrais faire, que j'ai déjà dit, pourquoi, sous couvert de l'université de Harvard, des chercheurs américains se sont installés pendant quelques mois en Chine pour collecter de l'ADN de Chinois. Et on vient d'apprendre par Vladimir Poutine dernièrement que la même chose s'était produite en Russie aussi. C'est tout de même pas pour fabriquer des bonbons pour les Chinois et les Russes. Comment ça? Donc, ils collectaient de l'ADN russe? De l'ADN russe aussi. Ça veut dire qu'il y a des recherches scientifiques malveillantes qui cherchent à cibler un certain type de population. Oui, mais là, dans le cas du coronavirus. Pardon? Dans le cas du coronavirus, ça touche tout type de race, de population. Alors, effectivement, mais ça a tout de même commencé en Chine, et de façon absolument dévastatrice. Et s'ils n'avaient pas pris toutes les mesures qu'ils ont prises, ils ont réussi à juguler la chose. Alors, comment se fait-il que c'est débuté comme ça en Chine? Et quels ont été les principaux pays? Ça a commencé en Chine parce qu'il y a un laboratoire de virus là-bas, de P4. Mais alors, ce laboratoire, si vous voulez qu'on en parle, c'est un laboratoire c'est un laboratoire P4, je crois qu'on appelle ça comme ça, qui est destiné à chercher, à faire des recherches sur les virus les plus dangereux de l'humanité. Installé en collaboration avec la France, inauguré par Bernard Cazeneuve, c'était du temps de Sarkozy, et avec comme participant et organisateur un certain, comment il s'appelle déjà, le mari de Madame Buzyn. Lévy. Le prénom, je ne me rappelle plus. Vous ne trouvez pas tout ça curieux quand même? Il y a de certains recoupements assez... Il y a des recoupements. Alors, évidemment, il y a ou bien le virus s'est échappé volontairement ou non de ce laboratoire entre les mains en partie de milieux scientifiques français avec un certain Lévy à sa tête, volontairement ou non,
je n'en sais rien, ou bien c'est la suite d'un virus importé par les Américains en Chine. Parce que tout de même, le point de départ, les trois pays qui ont été touchés immédiatement, ça a été la Chine, l'Iran et les Corées. Je livre ça à la réflexion de tout un chacun. D'ailleurs, la Corée du Sud, je crois, n'a pas utilisé le confinement pour endiguer le problème. Pas du tout, justement, c'est pour Le ça Japon que non plus. je dis que c'est le pays qui a le mieux réagi, parce qu'ils étaient équipés, ils ont fait les dépistages très, très précocement, ils ont traité ce qui devait être traité, les autres, ils les ont laissés travailler. La Chine aussi, il faut savoir que niveau hygiène, c'est pas l'idéal, hein. Donc c'est assez Alors, il compréhensible. suffit de voir les touristes chinois en Europe, quand on les voit cracher n'importe où, c'est absolument invraisemblable. Oui, c'est culturel là-bas, ils crachent, ils se mouchent pas. Et effectivement. Mais alors, certains des leurs, de ceux qui auraient pu organiser cette pandémie, par exemple, je pensais à Estrosi, a été touché, par exemple, d'autres. Alors, ça, c'est l'autre volet. Et je suis content que vous y veniez, parce que si vous ne l'aviez pas fait, j'y serais venu en fin de cet entretien. C'est pas tout de jouer au petit malin et d'envoyer des virus contre ceux qui vous dérangent dans l'humanité. Et notamment quand il y a des concurrences économiques féroces et aussi des enjeux militaires. Parce que, comme le disait M. Macron, pour une fois à juste titre, les virus n'ont pas de frontières, si bien qu'ils peuvent revenir comme un boomerang à la tête de celui qui l'a envoyé. Et s'il y a, j'espère, une leçon à tirer de cela pour les incitateurs à ce genre de choses, les initiateurs de ce genre de choses, c'est qu'ils pensent à deux reprises avant de recommencer ce petit jeu. Et j'espère que ce sera la chose positive qui sortira de tout cela. Et alors, vous parliez au tout début de cet entretien d'une volonté d'apeurer les Français. C'est vrai qu'au tout départ, ils étaient un petit peu perdus parce qu'on a quand même Macron qui, au départ, disait qu'il fallait continuer à vivre normalement, qu'on pouvait continuer à aller au théâtre, au cinéma, etc. Et le lendemain, 2 jours après, il dit que nous sommes en guerre, que les Français sont irresponsables de sortir et de continuer à vivre normalement, à se rassembler dans les parcs et compagnie. Qui est irresponsable, les Français, ou bien ceux qui n'ont pas prévu, comme je le faisais remarquer au début de cet entretien, par la propre déclaration de Mme Buzyn, qui disait qu'elle savait, qu'elle a prévu. Enfin, elle raconte des histoires. Si elle a prévu, pourquoi est-ce qu'elle a envoyé nos équipements à la Chine? Tout au moins, elle pouvait en garder une partie. Et alors, comment expliquer? Parce que Macron savait tout ça dès le départ. Alors pourquoi a-t-il dit on va continuer à vivre, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, continuer à sortir, aller au théâtre et compagnie? Et 2 jours après, on est en guerre. Il l'a dit, répété 6 fois de suite, je crois. Je me demande justement, alors évidemment, on m'accusera de la théorie complotiste, c'est qu'on a l'impression qu'en fait, tout aura été fait pour que la chose se diffuse, avant de commencer à réagir brutalement en disant bon, maintenant, vous restez toutes chez vous. Et là encore, je repose la question, incompétence ou volonté pour arriver à un certain but, à un certain résultat. Et la manière dont c'est traité en Italie, parce qu'eux ont tout de suite réagi en instaurant le confinement qui a été respecté d'ailleurs. Oui. Est-ce qu'eux aussi sont dans un gouvernement qui se moque d'eux? Enfin, on nous parlait aujourd'hui de centaines de morts. En Italie, mais je crois qu'ils se sont réveillés avec une diffusion de la pandémie absolument invraisemblable. Et là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, ou alors c'est que vraiment leur système de santé est au-dessous de tout. Paraît-il que la moyenne d'âge est assez vieillissante également en Italie, et comme on sait que ce sont les personnes plutôt âgées qui succombent, est-ce que ça pourrait faire le lien avec ce nombre de morts assez important? Il y a l'aspect en ce qui concerne l'Italie, j'avoue que je suis très perplexe, je n'ai pas de véritable explication là-dessus, sauf un équipement médical insuffisant. La brutalité de l'installation de la chose
Et là aussi, il faut savoir une chose, c'est que l'Italie fait partie des pays, tout au moins le nord de l'Italie. C'est ça qui est curieux, c'est que ça a explosé dans le nord de l'Italie, c'est-à-dire la partie la plus industrielle, qui a d'énormes contacts commerciaux et industriels avec la Chine. Donc ceci pourrait expliquer cela. Bon, Il très est bien. évident, on en est réduit tout de même à des hypothèses, mais on a des hypothèses qui sont tout de même soutenues par un certain nombre de déclarations, d'abord de scientifiques français, les deux professeurs que j'ai cités, Didier Raoult et l'autre, le professeur Christian Perron, exactement, et puis surtout l'annonce il y a 11 ans de ce que les tenants du mondialisme préparaient à l'abri d'une pandémie. Ça, c'est la base de tout notre raisonnement. Et il faut en tenir compte. Oui, donc, est-ce que c'est pas un peu contradictoire votre discours? Parce que bon, d'un côté, on dit bien il y a une pandémie qui est voulue, qui est instaurée, etc. Et de l'autre côté, on dit on nous ment, on grossit la chose, on veut du confinement pour faire plier les chines des Français. Pourquoi voyez-vous une contradiction là-dedans? Les deux sont nécessaires. S'il y a une grosse pandémie qui vise à détruire des vies, il est légitime que pour s'en protéger, il faut se Oui, confiner, alors, se protéger, je ne sais pas. comme la Corée du Sud s'en sont prémunis, comme la Russie, comme d'autres. Alors là aussi, pourquoi est-ce que les frontières de la France continuent à rester ouvertes? C'est pas normal. Ben, évidemment, c'est que si on les fermait, les petits migrants ne pourraient pas rentrer avec tout leur virus et leurs microbes. D'ailleurs, à ce sujet, on a eu des témoignages, notamment d'un Belge qui habite dans les Ardennes belges. Chez lui, il peut faire proche de la frontière. Il passe tous les jours d'une frontière à l'autre. Il y a pas de souci. Tout est ouvert. C'est ahurissant. C'est absolument ahurissant, ce truc-là, ça ne tient pas la route. Et là encore, est-ce de l'incompétence? Je ne sais pas, peut-être que j'accuse à tort, mais enfin, j'accuse à tort tout de même sur base de ce texte de Attali et de Adler qui date de 11 ans. C'est tout de même une base de raisonnement fondamentale, ça. Ils annoncent comment ça va se faire. Et on assiste au développement du comment ça va se faire, comment ça se fait. Je ne sais pas si vous avez vu cette information comme quoi les préfectures restaient ouvertes pour les demandeurs d'asile. Tout à fait. Tout à fait. Faites bien de le rappeler, j'allais l'oublier. Exactement. Alors écoutez, on demande aux Français de rester confinés chez eux sous peine d'amende, mais par contre, les migrants, on leur offre 3 mois de plus, mais qu'il faut qu'ils viennent en préfecture pour s'inscrire et signer le papier. Non, mais écoutez, vous ne croyez pas qu'il y a tout de même quelque chose de voulu là derrière? Non, monsieur, tout à fait. Mais Normal. alors, aussi, autre information. Pardon? On se fout de nous. On se fout de nous. Autre information, les juges apparemment relâchent dans les centres de rétention de demandeurs d'asile, de migrants, ils les relâchent petit à petit pour mesure de confinement, le fait qu'ils soient dans des milieux assez restreints en place. Donc ils relâchent dans la nature des, des personnes qui étaient censées être emprisonnées, entre guillemets. Mais bien entendu, parce que vraiment, le confinement, dans des espaces étroits, mais c'est inhumain, etc., etc., n'empêche que les familles françaises peuvent être entassées dans leurs 3 pièces et... Non, mais c'est du n'importe quoi. Non, non. C'est, encore une fois, la préférence étrangère. Donc, on pleure pour les malheureux étrangers, migrants ou criminels qui sont en prison et qui devraient y rester. Mais les Français, vous obéissez, vous restez chez vous. Que voulez-vous que je dise? Si ce n'est pas démonstratif de ce que je dis, je ne sais pas. Et puis, je répète, la déclaration de Attali et de Adler. Tout était annoncé il y a 11 ans. Que voulez-vous de plus? Et quelle est la réaction dans nos milieux, entre guillemets? Une chose que l'on a appris tout dernièrement, et on en a parlé lors de notre dernier entretien à Paris d'ailleurs, c'est cette personne que nous a signalé Jérôme Bourbon lors de notre dîner, c'était vendredi
vendredi 14, 13, 13, vendredi 13. 13, et nous disant, absolument ahuri de son côté, disant qu'un des personnes qu'il côtoie, lecteur de Rivarol, etc., était tombé en pâmoison devant le discours de Macron, le comparant au discours du maréchal Pétain, etc. La différence, c'est que le maréchal Pétain a fait don de lui-même à la patrie. Je n'ai pas entendu dire que Macron en faisait don, de moins pas à la même patrie. Et en tout cas, il est assez rare de voir des personnes dans nos milieux qui regrettent le confinement. Et pour eux, c'est bien, le gouvernement réagit bien. Tout à fait, mais c'est ça qui est pathétique. Rappelez-vous le nombre de fois où je pose la question qui est en même temps une réponse. Pourquoi est-ce que nous perdons toutes les batailles? C'est parce que les gens de nos milieux ne se forment pas, ne s'informent pas, et donc que tous les bobards qu'on veut leur faire passer, ils les gobent comme des mouches. Voilà. Et après, on pourrait nous comparer à ces racailles de banlieue, de certains quartiers qui, eux, refusent le confinement et continuent à vivre comme si de rien n'était. Ben, ils ont raison. Ils ont raison. Je ne sais pas comment tout ça va se terminer, et puis aussi voir à quoi sert ce confinement. Rappelez-vous que juste avant ces mesures drastiques prises par Macron, il devait y avoir, c'était le samedi 14 que c'était prévu, il devait y avoir une manifestation monstre pour demander la démission de Macron. Donc maintenant, plus de manifestations, sinon vous allez évidemment affecter tout le pays. Bouclez-la et foutez-nous la paix. Voilà ce que ça veut dire, le petit discours de Macron. Alors, les crétins de nos milieux, et vous savez ce que je pense de nos milieux, ben voilà, une confirmation de plus. Oui, mais regardez ce qui se passe en Espagne, en Italie, pareil, c'est le confinement. Et pourtant, ils n'ont peut-être pas autant de difficultés avec leur gouvernement. Ils n'ont pas un Macron à leur tête. Et Diane, il ne faut tout de même pas oublier que tous les gouvernements dans le monde sont sous la même coupe. En Espagne, c'est un gouvernement hyper socialiste, ultra-gauche. En Italie, Salvini a été poussé de côté, donc c'est un mélange du n'importe quoi. L'Italie est très inféodée aux États-Unis. Il faut tout de même savoir qu'il y a des bases, des États-Unis en Italie, équipées avec le dernier cri de la bombe atomique américaine. Donc, ce ne sont pas des pays libres. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Oui. Mais leur population n'était pas aussi rebelle que les Français dernièrement. C'est surtout cet aspect-là qui me... Oui, mais enfin, la rébellion des Français, moi, je la sens pas tellement, hein, entre nous. Je trouve qu'ils sont bien dociles. Bien passifs. Oui, parce que donc les Français ont reçu le coup de massue sur le crâne, ils sont, je dirais, assommés, hébétés. Est-ce qu'ils vont finir par comprendre quand même que tout ça, c'est pas tout à fait normal? Écoutez tous les jours au bulletin, parce que je m'abstrais tout de même pour les besoins de la cause, à regarder les bulletins TV, BFM TV, tous les bulletins qui existent, je zappe, le nombre de personnes de la chaîne sanitaire en France, du professeur de l'université à la simple aide-soignante, qui se lamentent, on n'a pas les masques, on n'a pas les masques, on n'a pas les masques. Qu'est-ce qu'ils attendent pour nous les donner? Et il faut que ce soit des entreprises privées françaises qui disent « Ah, nous, on peut les fabriquer ». Ils n'ont toujours pas l'aval du pouvoir. Qu'est-ce que c'est sinon une volonté de laisser faire le virus? Comme ça fera plus de monde à vacciner après et à... Alors, bravo, Yann, j'attendais ça. Voilà. Pourquoi est-ce que Madame Buzyn a fait signer par son second, Monsieur Salomon, je crois que c'est Joël ou Jérôme Salomon, Jérôme, ce décret, considérant que la chloroquine était une substance dangereuse?
alors que c'est un médicament qui est utilisé contre la malaria depuis plus de 70 ans. Donc si c'était nocif, je crois qu'on aurait eu le temps de s'en rendre compte. Donc il y a une volonté de priver les Français de ce médicament qui se révèle utile et que le président Trump a décidé d'utiliser aux États-Unis. Alors pourquoi chez eux, oui, pas chez nous? Encore une fois. Donc voilà. Et alors, dans le même temps, on nous supprime le médicament, sans compter d'autres conseils qu'on pourrait donner, prendre la vitamine C à haute dose. Comment se fait-il que dans le même temps, on nous prive de médicaments qui pourraient soigner les personnes infectées, si ce n'est pour préparer l'obligation à la vaccination générale? Alors, je sais bien qu'on voit tout et le contraire de tout sur Internet, y compris des choses qui semblent à première vue pas très plausibles. Certaines études apparemment accréditeraient la thèse que dans ces vaccins, il y aurait des substances qui modifieraient notre ADN. Alors, qu'est-ce que c'est encore comme complot, cette histoire-là? Ah oui, et j'ai vu passer cette information, l'idée d'une micropuce qui serait intégrée dans ce vaccin, voilà, pour injecter dans le vaccin en même temps. Et d'ailleurs, il y avait eu... bien sûr, du patient. À l'insu du patient. À l'insu du patient. Et je ne sais plus, on avait relayé une fois cette information comme quoi Big Pharma et Microsoft engageaient un partenariat. Je sais pas si... Alors, il y a dans tout cet aspect du complot mondialiste, il y a évidemment une chose à laquelle on n'a pas prêté attention et qui se révèle de plus en plus comme un élément fondamental. C'est le rôle mondial de Big Pharma. Avec les sommes astronomiques que génèrent les maladies, les pandémies. Donc, les laboratoires, aujourd'hui, n'ont pas pour mission de soigner les maladies, mais de provoquer les maladies pour pouvoir proposer des vaccins pour soi-disant les combattre. Oui, c'est mercantile et puis il y a un principe d'offre et de demande. Ils peuvent provoquer d'autres maladies, bien réelles d'ailleurs. Vous savez très bien ce que j'en ai dit à propos des vaccins que Mme Buzyn a imposés de façon autoritaire pour tous les nourrissons en France. Vous avez dans les composants des vaccins le support, ce qu'on appelle le support, qui est dangereux parce que ça peut développer à terme la sclérose en plaques, la sclérose latérale amyotrophique ou la maladie de Charcot. Donc voilà, on est entre les mains de criminels. Est-ce que je me suis bien exprimé? C'est le pompier incendiaire, Big Pharma. Je dirais incendiaire, pompier, je ne sais pas s'ils sont pompiers. Bah aussi, dans le sens où ils fabriquent le remède à la maladie qu'ils ont créée. C'est un pseudo-remède, puisque ce remède peut vous coller à un autre type de maladie. Oui, c'est enfin. Bon, écoutez, puis oui, cette volonté de jouer sur la peur apparemment déclenche un rétrécissement de l'esprit et une baisse du quotient intellectuel. Tout à fait. Et elle découle ensuite sur une obéissance totale par l'autorité perçue. Exactement, et c'est comme ça qu'ils ont bien l'intention d'imposer la dictature mondiale. Je ne peux que répéter la déclaration de Jacques Attali et celle de Adler. Il y a 11 ans, tout était déjà annoncé de ce qu'ils allaient faire. Alors, où on n'en tient pas compte, où on nous traitera d'affreux complotistes, etc. Ben oui. Quand il y a un complot, effectivement, ceux qui dénoncent le complot sont des complotistes. Donc, vous pensez vraiment que le chiffre est grossi, le nombre de morts qu'on nous annonce est bien moindre en fait? Tout est possible. Tout est possible. Quand on sait qu'on peut trafiquer les résultats des élections, pourquoi pas trafiquer les chiffres des malades ou des morts? Tout est possible. Vous n'avez pas entendu parler d'une personne qui allait déposer plainte contre le gouvernement pour non-assistance? Tout à fait. Alors là, justement, c'est très intéressant.
Ça part du milieu médical. Ce sont des médecins qui ont décidé de porter plainte. Je ne me rappelle plus quel est le terme exact, mais contre Agnès Buzyn. Mais ils pourraient porter plainte jusqu'à Macron et Édouard Philippe, parce qu'ils sont tous co-responsables. Non, il y a quelque chose qui n'est pas clair derrière. Et moi, ce qui m'étonne, la seule chose qui m'étonne dans cette histoire-là, c'est la déclaration d'Agnès Buzyn pour se défouler et se défausser du problème. Ou alors elle comptait simplement que les Français ne soient pas informés qu'elle c'était elle la responsable de l'envoi de notre réserve de masques. Il y a un autre criminel aussi dans l'affaire, c'est Sarkozy, bien entendu. C'est lui qui a donné l'ordre de détruire, après l'échec de la vaccination H1N1, tous les masques que nous avions, des millions de masques que nous avions. Ah, parce qu'on ne pouvait pas les garder comme stock. Oui, il se moque du monde. Donc, dans tout ça, c'est... Et alors, quand on voit les intervenants, Sarkozy, qui était Sarkozy, qui est Sarkozy? Sinon, justement, on le sait, un des agents du mondialisme. Qui est Macron? C'est un des agents du mondialisme. Il passe son temps dans ses discours à évoquer le mondialisme par-ci, par-là, et la gouvernance mondiale. Donc, ils sont obsédés par ça. Alors, quand ces trucs-là nous arrivent sur le crâne, bon, on ajoute ça, plus ça, plus ça, plus ça, et si on n'est pas capable de dessiner le tableau avec, c'est que vraiment on est incapable ou complètement idiot. Non, je regrette beaucoup. Malheureusement, il y a un complot. C'est ce qui est de plus grave et de plus inquiétant. Alors voilà, des personnes de nos milieux disent oui, de l'utilité des frontières, puisque maintenant le seul traitement qu'on peut utiliser, c'est le confinement, c'est l'isolement. Ça permet donc de justifier, nous, notre position nationaliste, qui est de rester chez soi, mais à la fois de fermer aussi les frontières. Oui, bon, on en a parlé tout à l'heure. Il n'est pas normal que la France soit le seul pays dont on n'ait pas fermé les frontières et que ce ne soit simplement que dans l'espace Schengen. Oui. Donc tout ce qui circule dans Schengen peut venir chez nous. Mais nous, par contre, on ne peut pas aller chez les autres. Non, mais on devient la poubelle du monde. Mettre à l'abri, je ne sais pas moi, par exemple en Suisse ou en Autriche ou que sais-je, des pays moins touchés, vous ne pouvez pas parce qu'ils ne vont pas vous laisser rentrer. Non, la Suisse est très touchée apparemment. Hein? La Suisse est très touchée. Oui, parce que c'est un lieu de transit important. C'est ça le problème. Et puis, à mon avis, ils n'ont pas vu venir le truc. Il y a dans tout ça un élément d'impréparation d'un certain nombre de pays qui est flagrant. Ça, oui. C'est certain. Il y a une chose qui me surprend, c'est de voir comment les États-Unis aussi sont touchés. Et c'est pour ça que je disais que s'il doit y avoir quelque chose de positif qui sorte de cette affaire-là, c'est que les petits malins qui ont joué ce petit jeu de diffusion de la pandémie dans l'optique de ce qu'annonçait Attali, ça leur revient dans la gueule. Et j'espère que ça nous mettra à l'abri d'autres tentatives du même genre. Oui, est-ce que vous pensez que les États-Unis n'ont pas la main blanche dans l'histoire? Ils n'ont pas la main blanche. Voulez-vous me dire de quoi ils auraient la main blanche? Non, c'est vrai. Les pires choses qui sont arrivées sur l'Europe viennent des États-Unis. Tout. L'évolution des mœurs, la drogue, la diffusion de la drogue, tout. Vraiment, c'est un pays. N'oubliez pas que c'est un pays qui a été fondé par la maçonnerie. Et rappelez-vous comment ils ont conquis ce pays, c'est notamment par une épidémie aussi une maladie. Tout à fait. Ils ont décimé les populations indiennes. Et on est loin des films de cow-boys héroïques, etc. Ils ont décimé les populations indiennes en leur fournissant, pour ceux qu'ils avaient emprisonnés, qu'ils avaient vaincus, ils les ont décimés. Ça a été du nettoyage racial en leur donnant des couvertures infectées par la variole. Ce sont des criminels. Et ça n'a rien d'étonnant. Leurs dirigeants, à part quelques très très rares exceptions,
ont tous été élus avec l'aval de la maçonnerie et de la faction juive aux États-Unis. Donc, il ne faut pas attendre des miracles de ce côté-là. Alors encore, l'imbécilité de nos milieux quand certains croient que Trump est un sauveur pour nous. Non, la bêtise de nos milieux est vraiment incommensurable. Et alors, pour faire un petit retour dans le passé, quel moment et comment est-il venu qu'on a qualifié les Juifs d'empoisonneurs de puits? Pour parler de poison. C'était une accusation qui s'est répétée à plusieurs reprises dans différents pays d'Europe par la population de ces pays-là. Et sans compter les accusations de vol d'enfants, de trafic d'enfants pour des rituels sataniques, etc. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ça a été tellement général que c'est pas possible que ce soit parti d'un seul pays. On aurait pu dire que c'est un pays borné, etc. Mais quand même, tous les pays d'Europe ont tous, à différentes époques ou aux mêmes époques, de façon répétitive, formulé les mêmes accusations. Et je rappellerai encore une fois le fameux texte de l'historien juif Bernard Lazare, quand il dit que, à propos de l'origine de l'antisémitisme, si de tout temps il y a eu ce genre de réaction, c'est que les causes premières résident dans le peuple juif lui-même. Dans la mesure où le monde juif d'aujourd'hui découle, je le répète encore, de son refus du message du Christ, en fait, ils se rangeaient sous la bannière de Satan. Donc tout ce qui se passe de mauvais dans le monde, c'est leur œuvre. Et le monde est aujourd'hui satanique sous leur conduite. Oui, c'est rassurant. C'est un avenir oui, non, réjouissant. Parce que bon, je pense que tout ça se terminera bien un jour. Et pour l'instant, on souffre. Alors, bon, certains diront, oui, délire, etc. Mais je regarde beaucoup. Regardez l'évolution du monde depuis le refus qu'a fait le Sanhédrin envers le Christ, et c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Ils s'instaurent le Messie du monde, puisqu'ils savent très bien qu'ils n'auront pas un Messie comme ils voulaient, qui leur donne le pouvoir sur le monde. Donc c'est eux qui conquièrent le monde. D'où la gouvernance mondiale en vue. Donc vous voyez, il y a une logique, mais une logique mathématique dans le déroulement des choses. Alors, où on veut voir les choses, ou bien non, c'est pas possible, hein, j'y crois pas, nanana. Ben oui, ben vous y croyez pas, vous êtes des cons. Bah. Ils sont crédules en fait, mais bon. Et non, mais c'est incroyable. La capacité. Mais Diane, je crois que j'en ai parlé il n'y a pas tellement longtemps. Pourquoi croyez-vous qu'il y a des escroqués et que par voie de conséquence, il y a des escrocs? C'est que s'il n'y avait pas des gens capables d'être escroqués, ben les escrocs ne pourraient pas voir le jour. Oui. C'est la bêtise humaine, la crédulité humaine, la soif de croire en ce qui n'est pas possible, de rêver à ce qui n'est pas possible, qui fait qu'il y a des escrocs. Ce qui fait le succès du monde politique. Et quel lien avec la finance et les banques? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une opération de sauvetage vis-à-vis des banques qui est en train de se préparer. Alors, il y a un aspect dont on n'a pas traité lors de cet entretien d'aujourd'hui. C'est que ce virus arrive bien opportunément pour expliquer le plongement des bourses. Or, on sait très bien que la bulle financière qui existait jusqu'à l'apparition du coronavirus, des économistes honnêtes et de réputation tout de même annonçaient que ça allait éclater. Alors, est-ce que ce coronavirus n'a pas été aussi un des éléments de décision des décideurs pour expliquer pourquoi la bourse plongeait? C'est pas de leur faute? Ah oui, mais c'est la faute du virus. Voilà, ce sont des pistes que j'ouvre. Oui, c'est commode. Ça a une... Ah, c'est commode. C'est commode parce que là encore, quand on regarde les chiffres du plongeon des bourses, c'est assez phénoménal.
Qui aurait prévu ça? Et puis, il y a non seulement les bourses, mais les prix du pétrole. Évidemment, quand les gens sont confinés, ils ne peuvent pas prendre leur voiture. Non, mais il y a un aspect risible dans ça, c'est à la fois odieux et risible. Alors, comment ça va se terminer? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est certain pour la France, c'est qu'elle va s'appauvrir encore un peu plus. Parce que la machine économique est arrêtée. Je vois, les garages sont fermés, les magasins de pièces de voitures sont fermés. Bien entendu, si les garages sont fermés, ils n'ont pas besoin de pièces, etc., etc., Oui, etc. c'est l'effondrement économique C'est du l'effondrement. pays. C'est l'effondrement industriel encore un peu plus. Donc, écoutez, là encore, est-ce de la bêtise? Ou est-ce que tout ça évolue? C'est le hasard. Oui, c'est le hasard, oui, oui, c'est ça. C'est ça. My foot, comme diraient les anglo-saxons. C'est une expression un peu triviale. Enfin non, elle n'a rien de trivial, ça veut dire mon Oui, pied. c'est pour dire mon œil. Ça veut dire non, ne te paie pas ma tête, quoi. Si les gens qui vont regarder cet entretien ne sont pas capables de comprendre ce qui est en train de se fabriquer, ben, je regrette beaucoup. Nous faisons ce que nous pouvons. Maintenant, si leur intellect ne suit pas, c'est une autre histoire. Je ne connais pas de médicaments pour aider à ça. Par contre, un petit peu d'exercice physique, ça fait circuler le sang. Peut-être que ça aiderait à oxygéner un peu mieux leur cerveau. Bon, je deviens féroce, mais franchement, non, mais c'est justifié. Ras-le-bol à la fois vis-à-vis de nos gouvernants qui nous trompent, qui nous font supporter des choses insupportables, et la bêtise des gens, en général. Bon, ben voilà, Diane, je crois que... Je viens de lire une information par rapport au dépistage. Le coronavirus, l'arnaque du test de dépistage. Apparemment, des personnes en bonne santé seraient dépistées positives alors qu'elles n'ont aucun symptôme. Diane, ben justement, ça renforce ma thèse. Ça veut dire que plus on gonfle les chiffres, et ça répond à une des questions que vous avez posées tout à l'heure, à propos des chiffres, si c'était gonflé ou pas. Ben voilà. Si on déclare que vous et moi, qui pour l'instant sommes en bonne santé, ben nous sommes porteurs de virus et un danger public, ben il n'y a plus qu'à nous enfermer, quoi. C'est bon, ça a son utilité aussi. Où est-ce que vous avez vu cette information? C'est sur le site d'Amalek. Ah, d'accord. Ah, bravo. ODDR. Bravo. Attendez. Bravo, Apparemment, c'est une vidéo qui est sortie. Je ne l'ai pas lue encore, je ne l'ai pas vue. Mais paraît-il, il a été démontré que la manière de dépister impliquerait du coup des statistiques fort élevées. Vous savez très bien ce que c'est que la statistique. On peut le faire dire ce que l'on veut, ça dépend comment on compte. Voilà, et l'explication, la plupart des malades du coronavirus sont diagnostiqués sur la foi d'un examen standard et imprécis, confondant le Covid-19 avec des infections respiratoires différentes. Donc voilà, on englobe tout ça dans Covid-19. Je crois que j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Rappelez-vous au moment de la grippe H1N1. Tout le cinéma qu'on nous a fait, donc c'était du temps de Sarkozy avec Roselyne Bachelot, la santé. Et j'étais tombé sur un chiffre, en d'autres choses, mais je garde tout de même quelques munitions pour ma conférence du 4 ou peut-être plus tard, parce que je ne sais pas du tout, je pourrais la faire le 4. Et j'avais trouvé une information assez significative qui révélait que, en fait, les personnes atteintes par le H1N1 étaient 10 fois moins nombreuses que celles atteintes par la grippe saisonnière. 10 fois moins. Bon, alors, aujourd'hui, dans ce qu'on nous dit être le coronavirus, combien ne sont pas de la grippe saisonnière, tout simplement? Parce que des maux de tête, des raideurs, des ceci, des cela, des frissons, je regrette beaucoup, une bonne grippe, ça donne ça. Alors apparemment, 99% des morts du coronavirus souffraient d'autres maladies comme le diabète, l'hypertension, l'insuffisance cardiaque.
Ce sont des personnes certainement beaucoup plus fragiles déjà au départ physiquement, y compris des jeunes. Y compris des jeunes. Oui. Ce n'est pas parce qu'on a 30 ans ou 40 ans qu'on n'est pas porteur d'une maladie cardiaque ou une insuffisance respiratoire. Sans compter les drogués, les gens qui se nourrissent mal. Enfin, il y a 36 000 possibilités qui fragilisent l'être humain. Donc, on a l'impression qu'on vogue dans l'imposition totale et intégrale et que le but total est de faire paniquer les populations pour leur faire accepter ce qu'on veut leur faire avaler. Et l'épisode du H1N1, c'était un petit peu un exercice de répétition. Voilà. Et rappelez-vous comment à l'époque on avait réagi. Ceux qui sont abonnés à la politique, ils se reportent au numéro de la politique de l'époque et ils découvriront un certain nombre de textes que je rappellerai très prochainement dans la prochaine conférence. Et il y en a quelques-unes qui sont très, très, très significatives. Il ne faut jamais vider toutes ces cartouches d'un seul coup. Oui. Gardez vos cartouches, mais en attendant, ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, si demain sortait un vaccin, je peux vous dire qu'il ferait fortune parce que les Français se rueraient pour aller se faire vacciner. C'est la mise en condition. Ah non, mais là, ils ont été... C'est la mise en condition. Ils sont mûrs, comme on peut dire. Ils sont mûrs pour tout accepter. Et ça fera la fortune d'un certain... laboratoire israélien. Et le laboratoire israélien qui serait en avance, paraît-il, au point de vue préparation du vaccin en question, comme c'est curieux. Et n'oubliez pas l'information que je répétais tout à l'heure sur leur recherche sur un type d'arme biologique contre les Arabes. Donc, ils cherchent. D'ailleurs, je suis tombée sur un tweet quelqu'un de la communauté juive qui disait ha ha ha, les antisémites, on a trouvé le vaccin, est-ce que vous allez toujours être antisémite maintenant d'accepter une chose qui vient des juifs? En tout cas, il faudra me menotter pieds et poings liés pour que j'accepte de me faire vacciner. Ça, alors là, c'est pas de mal à veille. Vous êtes un irréductible gaulois. Non, écoutez, Diane, je suis médecin. D'abord, chirurgien. Je parle tout à fait la même chose. J'ai toujours été, aux yeux des laboratoires, à l'époque où j'exerçais, un très mauvais médecin pour eux. Je prescrivais très peu de médicaments. Simplement ceux qui me semblaient essentiels. Et en général, ce n'étaient pas les médicaments les plus chers. Donc, j'étais vraiment pas quelqu'un d'utile pour eux. Bon, j'avais à côté de moi des confrères qui partaient régulièrement en vacances aux frais des laboratoires. Ça donne déjà une idée. Donc, je suis quelqu'un déjà, par nature, par conception intellectuelle, contre les médicaments à tout prix. Une vie saine. Une vie saine. Alors, je vais prendre les compléments vitaminiques nécessaires compte tenu de la nourriture d'aujourd'hui qui ne les comporte plus en quantité suffisante. Une vie saine, sapristi. Écoutez, je ne me suis jamais fait vacciner contre la grippe. J'ai eu une petite forme atténuée et encore. Cette année, je touche du bois. Je n'ai pas eu. Que voulez que je vous dise? Et l'argent, mais je sais, autour de moi, j'ai des amis, des confrères qui disent ah oui, mais non, il faut prendre précaution, il faut prendre ceci, il faut prendre cela, etc. Ou bien la carcasse est bonne et elle supporte les agressions, ou bien elle n'est pas bonne, et bien elle est bonne à jeter. Point final. On espère qu'elle est encore bonne. On ne va pas faire la fortune des labos. Mais ce qui est terrible, c'est qu'actuellement, la répression, elle se fait par nos concitoyens, par nos voisins, nos amis qui nous disent quoi faire. On est irresponsable et totalement
meurtrier si on continue de se balader et de voir du monde et de continuer une vie normale. Si je peux donner, je vais me répéter un petit peu, si je peux donner un conseil, c'est qu'ils prennent de fortes doses de vitamine C, à commencer par les oranges, du citron et éventuellement de la vitamine C sous comprimé, qu'ils se bourrent de vitamine C. Ça aide, il y a de nombreuses études là-dessus qui prouvent que la vitamine C aide à surmonter l'infection. Qu'ils aient une vie saine, et moi je ne peux que leur recommander d'essayer. Vous savez qu'il y a... Non, mais d'accord, mais ce discours-là, est-ce que ce discours-là, il n'est pas entendu par la plupart des gens et ils vous accusent d'être irresponsable. Et puis, en fait, la répression, elle est établie par notre voisin. C'est vrai, par le regard du voisin. Mais bon, je mets le voisin en garde, c'est lui qui va péter les plombs le premier. Des gestes simples comme ça. Est-ce que vous croyez que confiné dans un petit appartement sans pouvoir sortir et respirer l'air, ça peut améliorer les choses? Non, ça ne peut qu'affaiblir l'organisme. Je vous signale, vous avez dû voir ça. Il y a la possibilité de sortir de chez soi pour sous un certain nombre de conditions. Aller faire des courses, d'accord, ben, quand même, c'est encore heureux. Et puis vous pouvez aussi, à but de santé physique. C'est ce que je fais tous les jours. Tous les jours, je vais me promener avec mon petit papier en poche, daté du jour même. Je vais me promener. D'ailleurs, cette histoire de papier, c'est du n'importe quoi aussi. Hein. Mais c'est du n'importe quoi, mais c'est évident. Ou vraiment ça doit être le confinement total et intégral, ben, à ce moment-là, il n'y a plus qu'à se flinguer. Ou bien, si on peut sortir tout de même parce qu'on estime que l'exercice physique a tout de même du bon, non, mais on est en pleine contradiction en plus de ça. En parlant de contradiction, Olivier Véran disait c'est le confinement qui provoque la circulation du virus. Quoi? Olivier Véran a dit que j'ai bien compris ce que vous avez dit, il n'a pas tort. Oui. Mais c'est évident. Mais oui, mais ils se contredisent tout le temps dans ce gouvernement. Il y en a un qui dit blanc, l'autre qui dit noir. Mais là aussi, et là encore, je me répète une fois de plus dans cet entretien, incompétence ou volonté? Alors, je pense qu'il y a des deux en fonction des intervenants. Je suis persuadé que certains, et je mettrais en tête Macron, il y a une volonté derrière. Les autres intervenants, je pense que pour qu'ils soient aussi contradictoires, bien que vous me direz aussi que Macron a été contradictoire. Alors, je ne sais pas. Écoutez, on a un élément, on a des bases de données, une infection. Cette infection vient d'où? On n'en est pas sûr. Elle sert à quoi? Là, on commence à se poser la question. Et la réponse vient par les déclarations que j'ai données de Jacques Attali et d'Alexandre Adler, qui datent d'il y a 11 ans, où ils annonçaient comment ça allait se passer. Alors, encore, c'est tout de même fatigant. Est-ce que on tient compte de ces éléments de réflexion, ou bien on panique, on fait pipi dans sa culotte, etc. Écoutez, il faut arrêter. C'est fatigant. Vraiment, la bonne vieille formule, ce qui donne le mieux notion d'infini, c'est la bêtise humaine, ben, on y est en plein. Et le pire, c'est qu'elle progresse. C'est une autre forme de virus, oui. Ouais. Oui, t'as un virus fabriqué, oui, lui aussi. Oui. Lui aussi. L'épidémie voulue par cette élite mondialiste, elle va, comme vous dites, se retourner contre elle. C'est ce que j'espère. On n'entend plus Jacques Attali parler, mais lui, il serait en première ligne. C'est très juste. Il y en a deux dont on n'entend plus parler aujourd'hui, c'est Attali et Zemmour. Oui, c'est vrai, Zemmour, on ne l'entend plus non plus. Comme c'est curieux. C'est que, tiens, ils n'ont plus leur avis sur la question. Non, mais si Attali osait parler de cela, on pourrait lui rappeler son petit texte. Hein. Donc, il est confiné chez lui. Je suis avide d'entendre l'oracle de la République nous dire ce qu'il pense de tout ce qu'il a annoncé. Parce que peut-être que lui aussi
comme les petits Français, pipi dans sa culotte pour ce qu'il a annoncé qui est en train de se réaliser. Non, mais vous voyez, bon, il faut tout de même garder un peu d'humour, mais franchement, on a envie de mordre. Bon, bah, très bien. Écoutez, merci, Monsieur Poncart-de-Sac. Et puis, Merci Diane. Merci Diane. portez-vous bien, bonne santé. Vous aussi, suivez mes conseils, mais enfin, je ne doute pas que vous saviez déjà quoi faire. Mais Oui. dites-le en tout cas dans votre entourage. Hein, que...